Donc, je m'appelle Bernadette Tillard, je suis professeure de sociologie au Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques. La pandémie est un événement inédit pour nos contemporains qui nous rappelle notre condition humaine commune. Nous sommes tous susceptibles d'être touchés. Mais comme le montrent les chercheurs en sciences sociales qui ont travaillé sur les catastrophes naturelles, ce sentiment ne vaut que pour le premier temps de l'événement. Cette idée d'être tous frappés de la même manière, par un mal inconnu, fait très vite place à un constat implacable, d'un impact différent, selon la place que chacun occupe dans l'ordre social antérieur. Cette contribution a pour objectif de présenter les points inscrits dans le mode de vie des individus qui les rendent inégaux devant la maladie. Dès les premiers mois de l'arrivée du Covid-19 en France, les études épidémiologiques ont mis en avant le rôle de l'âge, du sexe et des comorbidités sur la survenue de formes graves de la maladie et des décès. Au-delà des caractéristiques démographiques et médicales individuelles, que nous rappelle la pandémie à propos des inégalités sociales de santé? Nous allons aborder successivement 5 points. L'habitat, le travail, le numérique, le rapport à soi et enfin le rapport au savoir. L'habitat. Bien entendu, posséder un logement est en soi un élément protecteur de la santé par opposition à une existence sans abri, mais la nature du logement expose plus ou moins au virus. Des publics, fragiles ou précaires, vivant en collectivité, sont davantage exposés au contact que les personnes en habitat individuel. C'est le cas des personnes âgées en EHPAD, des personnes en situation de handicap dans les établissements sociaux et médico-sociaux, des établissements d'accueil pour un public migrant ou d'autres publics du travail social en habitat collectif. L'exposition au risque est également plus importante pour les personnes vivant dans des logements individuels surpeuplés. L'étude Épidémiologie et conditions de vie, EPICOV, montre que 14% des personnes vivent dans un logement surpeuplé, au sens de l'INSEE, soit moins de 18 mètres carrés par personne. Ces logements de taille insuffisante sont plus fréquemment retrouvés chez les personnes sans diplôme, chez les personnes migrantes ou leurs descendants, chez ceux qui ont un revenu fiscal faible, et dans les ménages concernés par une cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire au moins 3 générations sous le même toit. La fréquence des contacts et par conséquent le risque de contamination au sein du foyer sont donc affectés par les caractéristiques du logement et de la cohabitation. De plus, ces conditions de vie retentissent sur la qualité de vie en période de confinement. Difficulté à s'isoler, risque de tension entre les cohabitants. Outre le fait attesté par l'étude de l'adresse que la prévalence des comorbidités dans la population varie selon les territoires, le logement retentit également par l'impact de sa localisation en termes de densité urbaine, de fréquentation des transports en commun, auxquels j'ajouterais l'inégale disponibilité des soins selon les territoires. Le travail. D'ordinaire, nous savons que l'exercice du travail, par opposition au chômage, a des effets positifs sur le niveau de vie, sur la santé mentale, sur la qualité de la couverture sociale, sur l'accès à l'information, etc. Nous savons également que ces effets positifs varient considérablement selon la nature de l'emploi et les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Si ces points ne sont pas démentis par la pandémie, d'autres effets sont venus se combiner à ce panorama des bénéfices et des risques liés au travail. La possibilité de télétravailler s'accompagne d'un moindre risque d'exposition à la contamination par la Covid. Or, l'accès au télétravail varie considérablement selon les catégories socio-professionnelles. L'étude EPICOV montre que 50% des cadres ont pratiqué exclusivement le télétravail pendant le confinement, contre 1% seulement du monde ouvrier. Au contraire, les professions sans possibilité de télétravail sont davantage exposées en raison de la nature même de leur activité. La proximité des soignants, des professionnels du travail social et des personnes des métiers de service à la personne avec les patients et les usagers
Le grand nombre de contacts avec le public pour les métiers du commerce, des livraisons et des transports, ainsi que les risques engendrés par les transports vers les lieux de travail, comme le soulignent des études de l'adresse. D'autres inégalités, engendrant de nouveaux risques, doivent être évoquées. Ils sont pour l'instant moins documentés. Ceux liés au télétravail sans l'équipement adapté, ceux en lien avec la poursuite du télétravail sans perspective d'un retour à la normale. Si le risque de contamination en télétravail est moindre, il est probable que s'installe un sentiment d'enfermement et d'isolement exposant à une nouvelle forme d'usure professionnelle. À ces risques s'ajoutent ceux de l'effacement de la frontière entre travail domestique et travail salarié. Ce point touche particulièrement les femmes. Selon une étude de l'INSEE sur le premier confinement, les femmes ont continué à assumer l'essentiel des tâches domestiques et parentales, même quand elles travaillaient à l'extérieur. 43% des mères et 30% des pères ont passé plus de 6 heures quotidiennes à s'occuper des enfants. Enfin, la pandémie se répercute sur les revenus et aggrave les inégalités sociales. Ainsi, l'étude Epicov souligne que 29% des Français interrogés ont vu leur situation financière se dégrader. Cette dégradation existe dans toutes les catégories sociales, mais elle affecte davantage les personnes ayant les revenus fiscaux les plus faibles. Celles appartenant au premier décile, les 10% de la population ayant déclaré les revenus les plus faibles, ont vu leur situation financière se dégrader. Cette diminution des revenus touche particulièrement les ménages intergénérationnels, les immigrés et leurs descendants, les ouvriers qualifiés et non qualifiés. Après ces différences, engendrées par l'habitat et le travail, je voudrais aborder l'impact des inégalités d'accès au numérique et ses conséquences. Plutôt que de parler de fracture numérique, je préférerais introduire l'idée d'un capital numérique défini comme l'ensemble des compétences, du matériel, des logiciels et des abonnements disponibles au sein du ménage. Dans une étude publiée en mars 2021, nos collègues sociologues de Louvain soulignent que les personnes sans accès ou disposant de mauvaises conditions d'accès aux technologies numériques, ainsi que celles moins autonomes sur le plan de leur utilisation, sont généralement plus pauvres, plus âgées, moins diplômées, moins souvent actives professionnellement et ou plus isolées que les autres, soulignant le cumul des handicaps auxquels certains ménages font face. Le capital numérique a ainsi joué un rôle discriminant à différents niveaux. Par exemple, en jouant sur la possibilité de préserver ou non des liens sociaux et ainsi de retentir sur la préservation du bien-être et de la santé mentale. Ensuite, il faut considérer la situation suivante. En apportant un coup de pouce à la généralisation de la numérisation des services, la pandémie accentue les inégalités d'accès aux soins. L'essor de la télémédecine et la prise de rendez-vous sur Internet pour la vaccination des aînés participent à cette accentuation des inégalités de santé soulignée par les professionnels de Seine-Saint-Denis lorsque la population se présentant pour la vaccination ne correspondait pas à celle fréquentant jusque-là les centres de soins. Les personnes des départements voisins, plus habiles et plus équipées, venant prendre la place des locaux. Le rapport à soi. Sociologues et anthropologues ont montré combien les usages sociaux du corps sont différents selon les catégories sociales. La pandémie, en imposant de nouveaux codes de relations sociales, port du masque, lavage des mains, distance entre deux personnes, limitation des contacts, etc., vient mettre à l'épreuve nos habitudes quotidiennes. L'étude Coviprev, publiée régulièrement sur Santé publique France, montre une adoption différente des gestes barrières selon les classes sociales. Sans tomber dans l'impasse culturaliste qui attribuerait à l'appartenance à un groupe social la responsabilité de gestes plus ou moins appropriés, il semble important de rappeler que nos comportements face au virus sont aussi le fruit de nos rapports au corps. Si nous avons pu bénéficier durant l'enfance d'attention, de soins, d'apprentissage de gestes d'hygiène, et lorsque c'était nécessaire,
d'un suivi médical approprié, sans doute sommes-nous plus enclins aujourd'hui à être des citoyens sentinelles de notre propre corps et à intérioriser la vigilance nécessaire. La bienveillance et l'éducation reçues conduisent certains à persévérer dans les habitudes adéquates, voire à renforcer celles qui sont recommandées, sans qu'il leur en coûte véritablement dans un environnement adapté à ces pratiques. À l'inverse, si l'endurance et le mépris des sensations douloureuses ont été les valeurs auxquelles mon groupe social m'a entraîné afin de faire face aux nécessités de la survie, ou encore que j'ai apprises pour accomplir un emploi dangereux, ou encore si mon cadre de vie n'est pas adéquat et ne l'a jamais véritablement été, les gestes et l'attention à soi demandés par les consignes de la pandémie n'ont pas été incorporés et l'effort de transformation de la vie quotidienne est considérable. Enfin, la pandémie nous apprend à vivre au jour le jour en nous adaptant à un savoir médical fluctuant. Je parle en mars 2021 et de nouvelles connaissances vont voir le jour dans les semaines à venir, par exemple avec l'arrivée des variants. Or, nous sommes plus ou moins coutumiers de l'incertitude des savoirs selon notre niveau d'études et notre accès à la culture scientifique. Certains vont se sentir éloignés des lieux d'élaboration des savoirs et d'autres vont participer pleinement à l'évolution des connaissances. Se voir imposer un savoir ou à l'inverse, se sentir partie prenante de son élaboration, contribue également à son intégration et à son acceptation. En conséquence, pour ceux qui se sentent particulièrement éloignés des savoirs, les conduites de défis et des recommandations énoncées peuvent s'inscrire dans une tentative d'autonomie par rapport aux différentes formes d'autorité politique ou scientifique. Au total, les différences sociales face à la pandémie sont repérables dans différents domaines. L'habitat, le travail, le numérique, le rapport au corps et au savoir, il y en a certainement d'autres que nous n'avons pas la possibilité de développer ici. Ces axes d'inégalité sociale se traduisent par des inégalités de santé face au risque. Le risque non seulement d'être atteint par le virus, mais également le risque d'être affecté par les dispositifs mis en œuvre pour lutter contre la pandémie. Les atouts et les handicaps forment des configurations diverses où certains groupes sont particulièrement désavantagés. Se pose alors la question des initiatives qui peuvent être prises et mises en œuvre pour tenter de réduire les effets conjugués de ces inégalités sur l'exposition à l'ensemble des risques liés à la pandémie.